Je crois que quand on n'a pas de problèmes de santé, on a plein de soucis. Mais quand on a un problème de santé, on a un souci. Oui. Soyez tous bienvenus à encore un épisode du Parentcast avec la collaboration du studio Vanessa Ota et Gringa Bijou, ça c'est un podcast sans tabou et sans U. Et aujourd'hui, on va continuer l'histoire de Juliana de Beni. Si vous ne vous rappelez pas, alors faut regarder l'épisode antérieur. Son histoire, elle est très riche, elle est spéciale et vous allez être émus. Ça, je suis sûre. Juliana, elle est venue du Brésil. Elle a commencé sa carrière internationale à 23 ans aux États-Unis. Après, elle a immigré à l'Europe et elle est passée pour plusieurs pays. Et elle a eu un enfant à 43 ans. Et maintenant, on va continuer cette histoire avec elle pour raconter qu'est-ce qui s'est passé après cette grossesse. Qu'avant la grossesse, il y avait l'essai d'adopter un enfant, le mariage, ça, vous regardez tout dans l'autre épisode. Et puis, maintenant, on continue avec l'histoire de la grossesse qui s'est arrivée à 43 ans et cette bébé qui est arrivé. Mais un bébé, quand il arrive, c'est pas assez facile comme on pense ou comme les plus grandes parties des gens y décrivent. Ouais. Et puis, comment ça se passait pour toi, avoir cet enfant à 43 ans? Bon, pour moi, déjà, la grossesse en si, je me rappelle que j'avais 3 mois de grossesse et j'ai commencé à sentir un saignement. Et c'était les jours que je faisais les tests pour les passeports suisses. Donc, j'étais hyper stressée par rapport à l'examen. Et après, j'ai commencé à sentir cette saignement. Je suis allée chez la gynécologue et elle m'a dit mais vous inquiétez pas, hein, si c'est quelque chose de mauvais, les corps éliminent. Aïe, 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 la façon de dire. Hein? Et là, et je crois que les médecins au Brésil, ils ont cette sensibilité. Non, donc là, j'étais super inquiète, mais après, quand j'ai vu la petite lumière, c'était magique, elle était encore là. Et encore, enfin, je voudrais déjà tellement d'enfants. J'avais cette petite doute qu'il était parti, mais non, il était là. Donc, quand elle est vraiment venue, les jours de sa naissance, je me rappelle quand le docteur a dit « Ah, mais on voit les fesses ». Pour moi, c'était magique. J'ai commencé à pleurer sans arrêt. Et après, la gynécologue a dit « Ah, mais c'était une utérus unicorne ». Et j'ai jamais entendu cette expression. Après, appel X, Z, apparemment, c'est très rare d'avoir... Comme une malformation, en fait. Une malformation, donc... Les utérus, c'est juste une partie, le docteur va expliquer mieux. Et là, donc j'avais tous, on va dire, physiquement, la possibilité de ne pas avoir un enfant. Bon, je ne savais pas, donc... Pardon, je n'ai pas compris ça. C'est quel moment qu'ils ont vu ça, ton utérus? La naissance. À la naissance, ils ont vu les formats d'utérus, ok. Ouais. Donc même lui, il n'avait pas tourné. Au CHUV, ici, ils ont essayé de me convaincre de ne pas faire la césarienne. Donc, il y avait beaucoup de pression de dire, me montrer des photos, des vidéos, qu'est-ce que c'est une opération césarienne, parce qu'ils disaient, bon, au Brésil, il y a tellement beaucoup, mais on peut faire une manœuvre qui, l'enfant peut tourner. Et là, j'ai appelé ma gynécologue au Brésil, elle a dit, Juliana, les parts naturelles doivent être naturelles. Et pour moi, c'était la première sensation d'être de l'instinct materne. J'ai dit non, mais s'il n'a pas tourné, je ne veux pas faire cette manœuvre pour qu'il tourne. Donc, elle est venue au monde, je l'appelle toujours comme mon petit cadeau du ciel, parce qu'il avait à 43 ans, avec les utérus unicornes, en bonne santé, merci Dieu. Donc, je me sentis en obligation que voilà, ma vie maintenant, c'est lui. Il n'y a rien d'autre. Le rêve, il est accompli maintenant. Il est accompli, donc voilà, oui, il a le sport, il a le travail, il a les maris, mais il a eu 11 otites dans son première année. Je me sentis coupable pour chaque otite, pour chaque grippe, c'était moi qui n'ai pas bien séché son cheveu, qu'est-ce qu'il va manger, mais c'était
1000%. Lui, des peu à peu, j'étais en train d'oublier moi-même. Quand il avait 18 mois, mon mari il voyageait beaucoup. Donc j'étais ici en Suisse, mais sans aucune aide. Donc, j'avais la nounou à la maison pendant la journée parce qu'il ne pouvait pas aller à la crèche, parce qu'il y avait un retard de son système immunitaire. Et là encore, c'est la culpabilité, s'il y a un problème de système immunitaire, peut-être c'était moi qui, pendant la grossesse, a fait des bêtises. Et donc j'ai eu un petit burn-out en novembre 2019. Après 2 semaines, j'ai dit non, c'est bon, burn-out, c'est pas sérieux, c'est les choses... Parce que là, tu avais ton enfant et tu travaillais déjà. Oui, j'ai travaillé à 100%, même 120%. Mon mari voyageait beaucoup. Et là, il avait 18 mois. Il avait 18 mois. J'ai eu les premières burn-out. Après 2 semaines, j'ai dit c'est bon. C'est bon, c'est réglé comme ça. Voilà, il faut que les coqs se dépêchent. On n'a pas le temps de souffrir. Ça, c'est des bêtises. C'est des petits bobos. Donc, en février 2020, on a déménagé, on a remodelé tout un appartement. Donc, j'avais les travaux, remodélation de l'appartement, les petits bébés, et mon mari continue à voyager. Et en février, j'ai reçu une proposition de l'entreprise d'aller en Allemagne. Mais mon mari, il avait son travail ici. Il dit, bon, comme je voyage beaucoup, de toute façon, c'est tout près de la frontière à la Suisse alémanique. On s'y retrouve les week-ends. Donc, tu pars toute seule. J'ai dit, bon, je trouve une fille au père. Et tous, c'est bon, tout c'est réglé. Mais c'est février 2020, si vous vous rappelez. Covid. Donc, mon déménagement, c'était les 15 mars, c'était les jours que les frontières sont fermées. Pas grave, c'est pas de souci, on passe la frontière, on arrive à la frontière, il dit, madame, vous pouvez passer, mais votre enfant pas. Et votre mari pas, parce que vous êtes la seule qui... juste les gens avec travail en Allemagne peuvent passer à la fin. On a tous passé. Ça veut dire qu'ils sont restés en Allemagne, c'est ça? Non, on a... Donc, pendant les 3 premiers mois, à la fin, c'était moi et mon fils. Et mon mari est resté en Suisse. Il devait aller juste les week-ends nous voir. Et bien sûr, en Allemagne, c'était un des pays plus stricts par rapport à Covid. Et je ne trouvais pas des nounous, parce qu'un au pair, impossible de trouver quelqu'un qui vient chez nous. Et la crèche, elle était tout le temps fermée. Donc, je me réveillais à 4h du matin. Donc, de 4h à 7h, je travaillais. Après, je m'occupais de mon fils. De temps en temps, je faisais des conférences scolaires avec lui dans mon bras. Mais c'est pas grave, on va trouver une solution, c'est temporaire, Covid va être intemporaire. Finalement, j'ai engagé un nounou qui prenait 50% de mon salaire liquide. Donc, c'est parce que j'ai dû chercher quelqu'un de très compétent parce que. Et jusqu'un jour au travail, on était en pleine discussion, j'ai fini l'appel. J'ai tremblé, c'était une discussion super difficile au travail et je ne me rappelle plus puisque ça arrivait. J'ai mon fils qui donc j'ai mal mangé, j'ai arrêté tous les types de sports pendant cette époque-là. Et je me réveille avec mon fils, il avait 12 ans et demi, 2 ans et 8 mois, maman. Donc j'étais chez les médecins, il a dit, madame, vous êtes complètement épuisée, donc toutes les valeurs des hommes décents, c'était pas bien. J'ai dit, oh, mais c'est dommage, parce que mon fils, il va pas parler allemand, il parle allemand, mais il est juste... Et j'ai dit, bon, écoute, il va parler allemand, mais il va pas être avec maman. Parce que là, en fait, le médecin, il t'a dit, alors, tu dois arrêter le travail, retourner tout près de ton mari. Non, là, il m'a dit, bon, on arrête, non, le burn-out, mais jusqu'à ce que vous êtes bien.
Oui. J'accepte plus les 2 semaines que vous avez fait parce que vous avez fait en rechute. Oui. Et les rechutes de C'est encore burn-out, pire c'est encore pire que les premières. Et là, pour moi, c'était la honte. Hein, j'ai pas, oui, à la fin, c'est comme si j'avais une tâche que je n'ai pas réussi à finir. Oui. Et pour moi, je dis non, mais rentrer en Suisse, je suis censée d'être là pendant 3 ans, je ne suis pas censée de rentrer. Et qu'est-ce que les autres vont dire, la honte, tout ça. Donc j'ai rentré en Suisse, mais vraiment on sentant les poids dans les J'aimerais poils, bien amener un petit accent sur ça parce que je trouve que ça c'est une chose qui est très courant, surtout pour les immigrants qui arrivent en Suisse ou en Europe, ça peu importe. C'est des fois avoir les burn-out, la dépression, ces maladies un peu plus qui viennent du côté psychologique. Et c'est culpabiliser parce qu'ils trouvent que voilà, je suis ici, j'ai tout, je dois attendre les expectatives des gens, qu'est-ce que les gens ils vont parler de moi, et puis ils oublient de se regarder. Et puis on reste dans cette comment ça se dit, cette demande de la société, et puis on oublie de s'écouter. Et puis ça, c'est très courant, c'est très normal qu'un immigrant... Déjà, l'immigration, c'est une chose que c'est très compliqué et c'est très difficile. Il ne faut pas banaliser ça, parce que sortir de son pays, rentrer dans une nouvelle culture, apprendre une nouvelle langue, c'est tout différent. C'est déjà un défi énorme. Après, avoir un enfant loin de la famille et pas avoir des gens pour nous aider. Ça, c'est aussi un autre défi énorme. Alors, dans ton cas, déménager dans un autre pays, en plein Covid, rester fermé, parce qu'en Allemagne, on sait que les restrictions, c'était beaucoup plus restrictes qu'en Suisse, et aussi garder l'enfant en même temps. Et puis des fois, on n'arrive pas à regarder, mais je suis vraiment chargée. Non, on regarde, mais je suis en Europe, j'ai une belle maison, j'ai un bon travail, j'ai un enfant qui est en pleine santé, mais c'est moi, je ne suis pas bien. Il n'y a rien qui marche. Ouais. Moi, je voulais juste aussi poursuivre cet accent que tu mets. Déjà, pendant la pandémie, migration récente, c'était un facteur de risque pour tous les troubles psychiques, pour la dépression, l'anxiété. Moi, j'étais ici déjà en Suisse, et en fait, la chef du service où j'ai appelé, j'ai travaillé, elle m'appelait assez souvent, Amanda, ça va bien, parce que comme je venais d'arriver du Brésil, elle savait que j'étais une personne de risque, loin de la famille. Quand on faisait des quarantaines, on était loin, on n'était pas de contact humain. Et en fait, c'était des gens qui étaient à risque à soit la dépression, soit l'anxiété. Ça c'est une chose très importante que tu as dit. Et l'autre chose que je trouve intéressante, c'est que ton corps il avait donné un premier signe d'alerte. On dit ça en français, un drapeau rouge. Il avait déjà eu le drapeau rouge. Tu as fait déjà un burn-out. Et en fait, nous, je pense que surtout nous les femmes, on a une tendance, oui, mais je suis une guerrière. Ouais. Genre, moi, je vais le faire. Oui, c'est juste une petite chose. Comme tu as dit, dans 2 semaines, ça va. C'est comme si, en fait, c'est comme si nous, on voulait donner un commande à notre corps, que le corps est en train de dire, non, mais écoute, tu dépasses les limites. Je trouve ça intéressant dans ton histoire, parce que ton corps, il a donné les drapeaux rouges, il dit, là, c'est trop. Ouais. Là, on a besoin d'arrêter. Là, nous comme dans le sens Juliana en tant qu'être humain, mais aussi le corps, nous, c'est bon, quoi. Et tu vois, et après, ok, tu as fait ces 2 semaines, mais que c'était pas assez dans les scénarios que tu vivais, que c'était assez complexe, loin de ton copain, avec un enfant de bas âge, dans notre pays, et après, ça est revenu. Et je trouve que c'est intéressant, parce que combien de fois, nous, on se dit, non, c'est le travail qui vient d'abord, mais en fait, on doit être sain pour pouvoir travailler. Et quand on fait notre travail, on dit toujours la santé d'abord. Même d'abord la famille, la santé doit venir d'abord, surtout la santé mentale. Parce que pour que tu puisses avoir l'énergie de jouer avec ton fils, tu as besoin d'être saine dans ta tête, dans ton corps. Je trouve que pour nous les mamans, c'est une réflexion qui n'est pas évidente, comme tu as dit, hein, parce que souvent on dit non, mais je dois être là, je dois amener l'argent pour la famille, je dois faire les cours, l'enfant doit être bien, mais comment j'arrive à tout faire si moi-même je ne suis pas bien?
C'est assez On ne s'autorise complexe. pas à être malade. Ouais. Et c'est une chose que j'ai appris, donc en continuant, je suis revenue en Suisse. Et après, donc on fait fast forward là, jusqu'à décembre 2024. Où, Que tu travaillais, tu es revenu à travailler après? Oui, je suis revenue travailler dans la même entreprise, mais en Suisse, mais avec la honte. Voilà, ouais. J'étais en Allemagne pendant 18 mois. Oui, mon fils a appris l'allemand. Moi, mon allemand, c'est... Plus ou moins? Non, vraiment beaucoup plus pour les moins qui font les plus. Parce que j'ai disais bonjour au messieurs de l'Amazon, non, parce qu'on ne voyait personne. Donc, et pour apprendre une langue, on doit vivre les pays, mais tous étaient fermés. Donc, c'était... Mais... Bon, bref. Donc, je suis revenue avec la tête baissée, avec l'honte, etc. Et jusqu'à décembre 2024, encore une fois, le travail en premier, non, mon fils, après, peut-être la santé. Et j'adore quand tu dis, Amanda dit la santé en première place. Oui. Parce que je crois que quand on n'a pas de problème de santé, on a plein de soucis. Mais quand on a un problème de santé, on a un souci. Oui. Et malheureusement, on apprend ça juste quand on vit ça dans notre peau. Mais pour moi, c'était, je ne me considère pas bête, mais j'étais vraiment têtue pour comprendre que la santé était ma première priorité. Parce que j'étais diagnostiquée de cancer en décembre 2024. J'adorais écrire les livres parce que pour moi, c'était super thérapeutique de dire oui, les cancers, c'est un chapitre, ou même un sous-chapitre de ma vie, c'est pas toute ma vie. Et pendant les cancers, je disais, bon, dans 2 mois, je retourne au travail. Non? Donc la Ligue de France m'a proposé, non, on a un travail super important avec des psychologues, avec physiothérapeutes, etc. Ça commence en mars. J'ai dit, décembre, mars, c'est 4 mois. Non, j'ai jamais été si malade comme ça. Hein, donc, pas de chimio. Encore, je suis chanceuse d'avoir des cancers. Et après, j'ai eu des commentaires au Brésil, au tout départ. Mais tu as la chance d'avoir le cancer en Suisse. J'ai dit, bon? Oui, parce qu'ici au Brésil, on n'a pas une année des couvertures de l'assurance invalidité. Et il y avait des gens qui m'ont dit, mais t'as eu la reconstruction de sang, donc t'as tous une nouvelle poitrine. Et en plus, t'as gagné l'abdominoplastie. Donc t'as un ventre plat. C'est comme si c'était un échange que ça valait la peine. Donc c'est là qu'on ne connaît pas la mastectomie. C'est une amputation de membre. C'est une amputation de la féminité. Oui, ça veut dire c'est comme un membre, une partie du corps très sensible pour une femme. Hein. C'est vraiment notre féminilité, hein, les seins. Et oui, la médecine, elle avance. On peut faire la reconstruction avec notre graisse. Donc je rigole, je dis enfant, elles étaient utiles au fin de ma vie. Mais c'est une opération de 8 heures. Mais juste, si je fais juste une petite pause, tu as eu un cancer, pour que ma tête médicale comprenne, tu as eu un cancer des seins, que tu as eu la reconstruction, tu n'as pas eu besoin de chimio, c'est ça que tu as dit? Oui, j'ai pas eu de c'est chimio, juste la partie chirurgicale. Et la hormonothérapie. Ok, parfait. Donc, et pour moi, la hormonothérapie, c'était une pilule. C'est juste une pilule que je prends tous les jours, hein, c'est pas grave. Mais... Donc au tout départ, j'ai dit non, j'ai pas les droits d'être à la maison. À la maison. Donc oui, je dois retourner au travail. Et en avril 2025, j'ai eu l'épaule gelée. Donc l'épaule gelée, il arrive d'un jour au lendemain, je n'arrive plus à bouger les bras. Donc j'étais comme ça. T'es bloqué. Ouais. Donc pour moi, c'était qui arrive souvent après les mastectomies. Pendant la ménopause, pour moi, c'était les derniers signes que le corps dit, mais
tu n'as pas compris. Maintenant, on bloque ton bras. Ouais. Comme ça, tu comprends qu'il faut arrêter. Il faut arrêter de faire. Il faut te regarder, il faut arrêter et puis il faut se regarder. Il faut se dire qu'est-ce que j'ai besoin pour être bien. Ouais. Et là, j'ai commencé à faire l'art-thérapie. Je crois que l'art-thérapie, pour moi, c'était magique. Un jour, elle m'a demandé de faire un dessin. Et j'ai dessiné la masque d'avion. Et c'est vrai, je crois que même dans la vie, on doit mettre la masque d'abord chez nous. Parce qu'on ne peut pas aider notre fils, on ne peut pas aider notre mari, on ne peut pas aider notre maman si on ne va pas bien. Oui. Et ça, c'était vraiment, je crois que les grands apprentissages du cancer. Parce qu'en tant que croyante et au Brésil, on est éduqués non, pour aider les autres. Pour moi, c'était, si je pense à moi, je suis égoïste. Oui, c'est vrai. C'est une pensée qui est assez courante dans notre culture, c'est juste. Et là, c'était juste comme moi, mais pour les bloquer, j'avais les traitements. Et la hormonothérapie, comme mon cancer, elle est d'origine hormonale, non, elle est un peu les hormones, c'est l'essence, on va dire, de cancer. Donc il faut couper cette essence. Oui. Et en coupant les estrogènes, il y a tout ce qui commence à pas marcher. Donc les douleurs articulaires, les oublis, les humeurs. Tu as dit comme tu faisais tu faisais comme une ménopause en fait, c'est ça? Oui, mais c'est une ménopause exponentielle, parce que la ménopause elle a fait comme ça, et là c'est... Oui, c'était une ménopause aiguë quoi. Et toute la féminilité, donc la libido, on parle même pas, non? Ça part en courant, ça part, oui. Et après, on se rend compte que quand on est malade, c'est pas que nous qui sommes malades. Donc, les maris aussi, ils vivent la maladie. Les enfants aussi. Parce que mon fils, il me disait, mais tu m'embrasses plus. Parce que je n'arrivais pas. Ça faisait mal. Mais pour lui, c'était... il manque les touches, non? Il manque les contacts. Oui. Et pour mon mari aussi, il disait, mais tu parles qui de cancer maintenant? Et c'est là que j'ai commencé à faire du piano, j'ai commencé à écrire mon livre pour sortir de cette vision tunnel. Non, là c'est cancer. Il y a des autres choses aussi en autour. Donc, oui, pour moi. Oui, ça c'est important, qu'est-ce que tu as dit, parce que je trouve que ça c'est aussi une chose qui on peut amener pour les familles. Parce que quand nous, on est dans une maladie, moi j'ai passé aussi un peu dans une maladie auto-immune, où ça a un chemin assez dur, on reste un peu fermé et puis on regarde que ça, c'est comme on t'a dit, dans les tunnels, cancer, maladie, et on n'arrive pas à parler d'une autre chose. Ça se passe parce qu'on a besoin, dans la psychanalyse on dit, on a besoin de parler d'une certaine chose plusieurs fois jusqu'à qu'on comprenne pour la guérir. Ça, c'est un processus de guérison. C'est toujours besoin de la décortiquer. De décortiquer, voilà. Mais c'est important dans les familles, les pas que ton mari l'a fait. Tu parles que de ça maintenant. On va regarder des autres choses. Et puis, donc il faut aussi que quelqu'un de la famille, avec tout son amour, parce que c'est aussi ça, il ne faut pas non plus arriver et secouer l'autre et dire hey, arrête de parler de ça, je ne supporte plus. C'est pas ça. Mais avec tout son amour, la patience de dire on va regarder des autres choses, on va faire des autres choses pour que la personne elle arrête de focaliser à ça. Et puis là, elle arrive à faire son chemin. Donc ça je trouve que c'est c'est quelque chose qui dans la famille c'est important. C'est comprendre les moments de l'autre et puis l'amener à les moments corrects parce qu'il est à laisser parler pour longtemps de ça. Mais il est arrivé un moment qu'il a dit bon peut-être maintenant c'est bon maintenant et c'est comme ça un peu dans les traitements avec les thérapeutes, ils nous laissent parler pour longtemps. Mais au bout d'un moment il dit maintenant, je pense qu'on peut déjà changer là. Moi, j'amène aussi une autre suggestion pour la famille ou comme tu as amené les copains, c'est que
au lieu de dire, oui, tu parles trop de ça, je dis, ah, je remarque que tu es trop, genre, moi, je remarque que tu es trop dans ces sujets, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ça, on utilise trop ça dans la parentalité parce que quand on voit une maman qui ça va pas bien, une situation, on dit souvent, ah, mais il faut pas faire comme ça. Et en fait, ça augmente encore plus les sensations de culpabilité. Si on dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ça mène déjà cette douceur parce que ça dit, ok, qu'est-ce que je peux faire pour toi, mon amour? Est-ce que tu aimerais faire une promenade? J'ai pas dit que tu parles trop de cancer, mais juste le fait que je te propose, automatiquement, tu arrives à s'intéresser, ta attention elle sera dirigée à autre chose. Ouais, ça, c'est une suggestion simple. Hein. Et ça, c'est intéressant parce que cette communication entre toi et lui, alors ça t'a amené à faire des choses que tu n'avais jamais fait dans ta vie. Ouais. Ça, c'est ouais, vrai. non, mais et puis, une des choses que pour moi, c'était vraiment intéressant et puis que je te félicite. Et puis ça, c'est une chose que les femmes, ils doivent comprendre, c'est jamais tard pour qu'on fait les choses. Ouais. Des fois, on pense, ah, mais j'ai 40, j'ai 50 ans, alors c'est trop tard. Maintenant. Et c'est jamais tard. On peut toujours faire les choses. Et pendant le moment qu'on est vivant, on peut faire tout ce qu'on veut. Et toi, tu as été appris à faire le piano. Oui, je vais venir sur ça, mais on va dire que quand mon mari a dit, moi tu parles qu'il y a des seins, et là j'ai dit merci à la Ligue vaudoise contre les cancers, Oui. parce qu'ils ont ce programme qui au départ je disais, ah, mais je ne veux pas être avec des gens malades. Ah, ok. Donc mais en même temps, on a trouvé une équipe, un groupe magnifique. Et là, c'était notre cocon qui en parlait. On parlait de notre anxiété. Donc, c'est un programme de 2 semaines avec des psychologues, psychiatres, l'art-thérapie. Donc là, c'était notre moment de parler de la maladie. Mais de faire d'autres choses pour nous donner des outils à confronter avec la maladie. Donc là, on a libéré. Et quand on rentrait à la maison, on parlait d'autres choses. Mais on se sentit accueillis et respectés dans cette couple. Et avec relation avec les enfants, donc on disait un jour j'ai dit à mon fils, maman est guérie, ne t'inquiète pas. Ça c'était déjà en février. Et à l'époque de la Pâques, on était en train d'aller à l'hôpital, parce qu'il a dû aller avec moi. Il m'a dit, écoute, mais tu vas à l'hôpital, mais tu me dis que tu étais guérie. Il a fait une crise, il avait 7 ans, mais il a fait une crise dans la voiture, qu'il a crié, il a dit, mais tu m'as menti. Si tu ne vas pas bien, tu me dis que tu ne vas pas bien, mais pas besoin de mentir. Et là, je crois aussi que des fois, on essaye de protéger l'enfant, et on peut dire des petits mensonges, mais qui, à la fin, ça n'aide pas, parce que les enfants, ils sont simples. Et je vais revenir au qu'est-ce que tu m'as dit au piano. Ah ouais, voilà, parce que lui, il a beaucoup aidé à ce moment-là aussi. Ouais, parce que c'était pendant une art-thérapie, j'avais Virginie, mon collègue, qui a dit que les cancers étaient un cadeau. Et pendant ma art-thérapie, j'ai commencé à travailler avec la boule d'argile, et après j'ai fait un paquet cadeau. Et c'est vrai que pendant toute ma vie, j'ai jamais dédié si autant de temps à mon fils que pendant les cancers. J'étais jamais si présente dans l'école comme j'étais là. Et un jour, en parlant avec sa prof de piano, j'ai dit, ah, mais c'était toujours mon rêve d'apprendre le piano. Et elle me regarde, elle dit, moi, je suis le rêve de ma maman. Parce que ma maman, elle voudrait être pianiste, mais elle n'en a pas pu, c'était la République tchèque à l'époque. Donc moi, je suis devenue pianiste parce que c'était le rêve de ma maman. Et elle a dit, mais pourquoi tu ne fais toi-même ton propre rêve? Donc je dis, bah oui, tu as les temps, j'ai commencé à faire, c'est des meilleurs. Parce qu'en fait, c'était la prof de piano de ton fils. De mon fils, ouais. Et donc, j'ai commencé à faire, c'était l'émotion, là, popcorn, c'est 3 notes, mais j'arrive à sonner quelque chose, je crois que tous les corps vibrent, je ne sais pas si c'est notre lot de corps qui commence à vibrer, je ne sais pas. Et après, elle a dit, bon, on va faire une petite audition. Je dis, mais tu rigoles. Moi et toutes les petites de 7 ans? Non, il y a une autre maman. Je dis, ok, voilà, c'est bon. Une semaine avant, la maman a cassé les bras. Elle a dit, bon, c'est qui toi? Donc,
J'ai dit, bon, alors, qu'est-ce que je peux perdre avec ça? Non, donc, les noms. Les noms, tu as déjà. Et donc, j'ai dit à mon fils, mais t'es stressé? Il dit, pourquoi? J'ai dit, non, mais on est en audition. Ah, maman, mais c'est qui en audition? J'ai dit, justement, c'est en audition de piano dans un château en Suisse. Pour moi, c'était là. Énorme. Énorme. Pour lui, c'était juste. Et j'ai dit, mais tu fais comment pour être pas si nerveuse? Ah non, maman, tu imagines qu'il a dans la salle, il a que des poules. C'est chaud, hein? Ça, c'est la visualisation complète, là. Donc, tu imagines qu'il y a que des poules, et voilà, comme ça, Et là, la première chanson, j'étais, mais honnêtement, la main, là, j'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai fait de me mettre sur ça? Donc, j'ai sonné, j'ai fait une erreur, j'étais encore plus nerveuse pour la deuxième, j'ai fini l'audition, il y avait plein de parents qui sont venus dire, mais c'était toujours mon rêve, merci, je vais commencer aussi des cours. L'autre qui disait, ah non, je suis pianiste depuis je ne sais pas combien des années que je n'ai pas touché le piano. Et en décembre, on a tout refait, on était plusieurs parents, même des parents qui ont sonné avec. Et voilà, c'est un autre cadeau pour moi de cancer. Je n'aurais jamais fait une audition dans ma vie. Ça, c'est vraiment chouette, c'est très touchant. C'est très beau que tu arrives, quand on s'appelle quand on faisait la pause, je trouve incroyable que tu arrives à ce niveau de penser, j'ai eu cette difficulté et qu'est-ce que j'ai appris avec ça et les cadeaux que je tire de cette situation. Je trouve que c'est très profond et je pense que parfois on ne se rend pas compte de l'inspiration qu'on fait aux autres. Ouais, parce que combien de mamans ils sont là qui dédient à leurs enfants, ils ne sont pas en train de vivre les rêves comme elle a dit la prof, tu vois, et là maintenant tu as dit non mais si je les rêve, mais je vais le faire, pourquoi pas? On n'a rien à perdre. Combien, je trouve que on dit toujours on a peur de juger les autres. Aujourd'hui je crois pas trop à ça. Parce que je trouve que le plus grand jugement, c'est les nôtres. C'est à nous avec nous-mêmes. Parce que non, mais c'est quoi, je vais sembler quoi. Mais en fait, les autres sont en train de rien faire. En fait, tu es en train d'inspirer les autres, comme tu as dit dans ton histoire. Tu vois, c'est souvent notre propre autre jugement que c'est plus grand à l'extérieur. Je trouve que c'est incroyable. Non, ma psychologue, elle parle de l'histoire de la photo des groupes. Quand on a une photo des groupes et que tu vas regarder la photo, c'est qui tu regardes d'abord? Toi-même. Et après, on va jamais regarder, ah mais celui-là, il avait les cheveux comme j'étais avant dans le premier chapitre, comme ça. On va regarder nous-mêmes. Donc on pense que les autres sont en train de nous regarder, mais chacun regarde soi-même. Oui, c'est ça, c'est par rapport à sa vision. Qu'est-ce que je vois l'autre, c'est qu'est-ce qu'il y a dans moi-même. Oui, c'est ça. C'est qui joue après tous ces parcours, depuis le moment que tu as sorti du Brésil. Alors, tu as construit ta carrière, tu as réalisé ton rêve d'être maman, tu as découvert qu'être maman, c'est pas que seulement être maman, qu'avant d'être maman, tu étais une femme et tu avais besoin de te regarder, de réaliser les rêves et passer cette période de cancer. Alors, jusqu'à le moment que tu as écrit ton livre, avec l'intention juste de raconter ton histoire à ton fils et pour finir, tu nous as donné ce cadeau. Et c'est qui, Juliane, aujourd'hui? C'est une très bonne question. Et je crois que la chose que j'ai dit, que je suis contente avec moi-même. On regarde, je crois qu'on a cette tendance de dire qu'est-ce que je veux être dans 2 ans, qu'est-ce que je veux être dans 3 ans. Et on oublie de regarder derrière et dire, mais voilà. T'as été bien, bravo pour toi. Donc avant d'écrire le livre, j'ai dit, mais je ne suis pas la CFO, je ne suis pas la CEO de la compagnie, mais qui je suis pour écrire un livre? Mais je crois que chaque personne, elle a son histoire. Et chaque histoire, elle est importante. Donc quand on dit, chaque brindille d'une vie, elle est importante pour construire son nid. Et des fois, on oublie de regarder juste derrière et dire oui, elle a son histoire, moi j'ai mon histoire. C'est pas que mon histoire c'est mieux que l'autre. Chaque histoire elle est jolie et elle est importante. Exactement. Donc je recommande tellement pour tout le monde d'écrire un livre. C'est vraiment magique. Moi, qu'est-ce que je peux partager par rapport à ça? J'aime bien cette phrase que le monde il mérite avoir ta voix.
pour chaque personne. Hein. Ça veut dire que chaque personne, elle mérite d'être vue. Parce que moi j'ai écrit un livre qui s'appelle L'enfant libre. Ils sont tous vendus. Malheureusement, je n'ai plus physiquement actuellement, mais tu auras les droits aussi. Et en fait, vu que je suis médecin, je suis pédiatre, j'avais beaucoup cette idée de mais est-ce que je serai à l'auteur de tous les médecins qui ont écrit un livre à un moment donné? Je les trouve tellement mieux que moi. En fait, j'ai mis une barrière tellement haute. J'ai pris 3 ans pour écrire mon livre. Et en fait, quand je l'écris et que là maintenant les gens commencent à lire, je dis mais moi je me suis mise pour lire ton livre, j'ai fini parce que j'arrivais même pas à manger parce que je voulais finir. Entendre des choses comme ça, je trouve génial parce que si j'aurais gardé que pour moi, comme Chris a dit, si tu avais gardé ton livre pour toi, aujourd'hui on ne serait même pas là en train de parler de lui, tu vois. Et je trouve que parfois, comme je disais tout à l'heure, on a quand même cette crainte, mais en fait les autres ils méritent avoir les droits de voir le monde avec nos yeux. Et je trouve que c'est ça la beauté d'écrire un livre, c'est de permettre que les autres aient accès à cette vision. Et félicitations pour avoir eu cette courage. Félicitations à nous 3. Oui, c'est ça. Je vous remercie, un très grand merci pour accepter l'invitation, pour être là avec nous en partageant tout ça. Et j'aimerais finir avec une petite phrase de ton livre. Je vais essayer de les traduire, même si vous trouvez les livres en portugais, en français et en anglais. Mais là, le mien, il est en portugais, donc je vais essayer de les traduire. Mais elle a dit, au long de la vie, on construit des nids. Des certains inattendus, des autres planifiés. Fait des briquets, mais surtout des expériences, personnes et des endroits qui vont nous accueillir et nous apprendre. La vie, elle est ça. On est toujours en train de construire un nouveau nid, toujours il y a une nouvelle branche à mettre. Et puis sûrement, toi tu as une branche de nid qu'on est construit ici en Suisse. C'était une belle rencontre, on s'est rencontrés à, je sais pas, 15 ans en arrière, à cause d'un canapé. À cause d'un canapé. Et puis on est là maintenant en train de parler des choses tellement profondes et de partager une histoire tellement jolie que c'est la tienne. Un très grand merci, c'était vraiment touchant. C'était ces 2 épisodes. Merci beaucoup. J'aimerais savoir si tu aimerais laisser une dernière phrase ou une dernière pensée pour tous ceux qui sont en train de nous écouter. C'est une phrase que j'aime beaucoup, qui était signalée à Chico Xavier, qui dit qu'on peut-être on ne peut pas revenir en arrière et refaire notre début, mais on peut toujours construire une nouvelle fin. Mas là, tu m'as tué. Moi, cette phrase, c'est la phrase de ma vie. Chaque fois que je fais des présentations, je l'utilise. Parce que ça, je trouve que ces moments que nous sommes en train de dire mais qu'est-ce que je fais dans ma vie, mais c'est pas grave, je peux toujours recommencer. Et j'ai mis dans mon livre aussi parce que moi je trouve que cette phrase de là, tu m'as tué vraiment parce que c'est une phrase que j'utilise souvent et on peut toujours commencer. On a toujours, chaque jour c'est une nouvelle opportunité. Merci infiniment. Bon, alors, vous nous trouvez ici tous les derniers vendredis du mois, comme vous le savez. Partagez, commentez. N'oubliez pas de s'abonner ici pour recevoir les épisodes à la minute. Et on va laisser sur la description où vous trouvez ce livre. Comme je vous avais dit, il y a en anglais, français et portugais sur Amazon. Mais on va laisser tout ici sur la description. Et une chose qui c'est très important, c'est que toute la rente de ce livre, elle est destinée à l'association la Ligue vaudoise du cancer. À la Ligue vaudoise du cancer. Donc, de plus que vous allez savourer une belle histoire, vous allez aider des femmes qui sont en train de passer dans ce chemin-là, que c'est tellement délicat. Alors, à très bientôt et c'était un plaisir. Au revoir, bonne vie avec plus d'amour et moins de trauma.